Donc nous allons reprendre notre cycle Art, Sciences, Technologie aux côtés de l'IHEST et de cette relation entre la Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne et l'IHEST. Nous sommes ravis de continuer dans cet élan donc, sur une autre fréquence, hein, puisque la semaine dernière, nous étions plongés dans les questions plutôt liées au plastique et à l'intelligence collective avec notre collègue Nathalie Gontard. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Sophie Julian, qui vous parlera évidemment de ses préoccupations et en particulier des innovations deep tech, un enjeu d'aujourd'hui pour la compétitivité de demain. Sophie Julian a fait des études d'ingénieur, elle est plutôt basée, donc si j'ai bien compris et bien saisi selon la géographie mentionnée à plusieurs reprises, autour de Lyon, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes. Elle a fréquenté de nombreux domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment en prenant des responsabilités dans ce domaine et sur la recherche et l'innovation. Et depuis 2017, elle est présidente d'une structure qui est Pulsalis. Oui. Pulsalis, voilà. Je vais expliquer et ce donc que c'est. on va savoir ce que c'est Pulsalis également aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue et aussi merci de participer à cette chaîne que nous sommes en train de constituer avec l'IHEST, qui est non seulement une chaîne de rencontres in vivo, mais aussi une chaîne de transmission qui va pouvoir, à travers la chaîne de l'IHEST et le site et l'application, eh bien, être aussi un lien entre nous, les auditeurs, et les personnes avec qui nous développons des projets, autant finalement de recherche que pédagogique. Merci beaucoup et à tout de suite. Merci. Donc, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est que la deep tech et quels sont les enjeux autour de ça. Donc, mon parcours professionnel, c'est un parcours à la base de chercheur, alors plutôt de la recherche appliquée, dans un organisme de recherche. Puis après, j'ai eu des responsabilités plutôt en lien avec la politique, hein, enfin je dirais pas la politique politicienne, mais la politique de l'État. Donc j'ai travaillé aux côtés d'un préfet de région pour le développement de l'innovation. Et puis ensuite, j'ai pris la direction de ce qu'on appelle aujourd'hui une société d'accélération du transfert technologique. Donc je vous expliquerai ce que c'est, donc une SATT. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment quand même d'interagir avec vous. J'ai pas prévu de faire une conférence théorique sur ce que c'est que l'innovation technologique. J'ai plutôt l'habitude d'avoir un échange, donc je ne suis pas enseignante, hein, d'avoir un échange avec une assemblée et puis au vu de ce que les uns et les autres comprennent, de pouvoir interagir avec vous. Donc vous pouvez m'interrompre, poser des questions si vous ne comprenez pas, et je vais tenter de vous expliquer à ma manière ce que l'on fait dans ce métier qui, j'allais dire, est à la fois récent et sans être récent, mais en tout cas dans les modalités de mise en œuvre pratique aujourd'hui sur l'innovation sont assez récentes. Donc, moi, je vous l'ai dit, je dirige donc une société d'accélération du transfert technologique. Donc, tout ça, c'est du jargon technocratique, hein, le transfert technologique. Alors, le mot société, au sens privé, vous savez ce que c'est. Accélérer, vous savez ce que c'est. Le transfert technologique, je vais vous raconter ce que c'est. Donc, alors, à l'origine de la création de ces structures, il y a une réflexion de l'État qui est de se poser la question de pourquoi une recherche qui est très performante en France, hein, c'est le cas aujourd'hui, c'est une recherche de très bon niveau par rapport à la taille de notre pays. Pourquoi est-ce que cette recherche, elle n'a pas plus d'impact sur le monde socio-économique, en particulier au regard de ce qu'on peut avoir dans d'autres
d'autres cultures, à commencer par la culture anglo-saxonne, qui est plus pragmatique, peut-être moins théoricienne que la nôtre, où finalement la facilité à transformer de la recherche en de l'impact socio-économique est beaucoup plus important. Donc c'est cette idée de considérer qu'en France, il y a une forme de frein historique, peut-être dogmatique, peut-être idéologique, au fait qu'une recherche qui peut être universelle, qui peut être plurielle, qui peut être mondiale, elle ne puisse pas avoir un impact économique de proximité. En fait, c'est toute la question, elle est autour de ça. Comment est-ce que de la création de contenu, de savoir, de la créativité, de la création, comment est-ce que cette créativité, qui même si elle est universelle, ça n'empêche pas que cette créativité, cette création, puisse avoir des retombées économiques de proximité sur un pays, sur un territoire. Et c'est autour de ce concept-là que les sociétés d'accélération du transfert technologique ont été créées. Alors, dans le mot transfert technologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la capacité à transformer, transférer ces savoirs en des technologies qui deviennent des produits ou des services. Alors, donc le concept, il est comment est-ce que de la production de savoir peut à un moment donné devenir un nouveau produit, un nouveau service. Donc c'est ce lien entre le savoir et l'impact socio-économique, l'impact sociétal, l'impact. Donc c'est la transformation. C'est pour ça que moi je préfère parler de transformation ou de transfert, mais pas de transfert technologique, parce que je trouve que le mot est enfermant. Et en fait, il vient de quoi? Il vient des mécanismes qui sont mis en jeu pour faire cette opération. Ces mécanismes, en fait, ils s'appuient sur le fait que ce transfert, pour qu'il devienne un produit ou un service, il faut qu'il ait un contenu. Et ce contenu, je vais essayer de vous le faire avec des mots un peu simples, et puis après on ira vers des mots plus complexes, mais pour qu'un savoir qui est universel devienne l'objet pour une entreprise d'investir, de créer quelque chose et d'en faire un produit et donc de le vendre, donc de gagner de l'argent, il faut que le contenu initial, il soit sous une forme patrimoniale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il représente pour la future entreprise ou l'entreprise existante un patrimoine sur lequel il peut s'appuyer. Quand vous exploitez du foncier pour construire un immeuble, vous avez à la base un foncier, un patrimoine foncier, et même si ce foncier n'appartient pas à celui qui va construire l'immeuble, ni encore moins à celui qui va louer les appartements, puisqu'on peut avoir différents acteurs, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un foncier. Donc ce foncier, dans le monde du transfert technologique, c'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel du savoir, et donc il se représente comment? Il se représente par du brevet, donc ça c'est pour ça que souvent on associe brevet à transfert technologique, mais il se représente aussi par du savoir-faire, du droit d'auteur, du code logiciel. Le droit d'auteur, pour vous, voilà, je pense que là, ça a du sens. Quand un auteur produit une œuvre, il a un droit d'auteur derrière sur toute l'utilisation de son patrimoine immatériel initial. Dans le monde de la recherche, c'est pareil. Le patrimoine initial, il se protège, et après ceux qui vont exploiter le patrimoine pour en faire un produit ou un service, ils doivent rémunérer les inventeurs, les propriétaires. Alors, en fonction des outils que vous allez utiliser pour générer ce patrimoine, les mécanismes donc de transfert, d'exploitation sont différents. Et tout le métier donc de ce que je représente, que sont les sociétés d'accélération du transfert technologique, tout le métier consiste à accompagner les chercheurs dans l'identification du patrimoine, l'identification de l'exploitation potentielle dans différents mondes de ce patrimoine, et après de l'ingénierie financière autour de tout ça.
Donc, de même façon, j'essaie de trouver des analogies avec vos métiers. Hein. De la même façon qu'un producteur de cinéma investit à un moment donné sur un patrimoine qui va être un scénario, qui va être finalement voire un nom, hein, une marque, hein, parce que ça aussi, c'est un patrimoine, une marque. Il investit sur une marque qui est un réalisateur. Donc, il investit sur quelque chose qui est immatériel, intangible, mais à un moment donné, il doit bien rémunérer. Il lui-même va faire du business, gagner de l'argent, et plus il en gagne, plus il doit rémunérer ceux qui sont à la base de ce contenu, de ce patrimoine immatériel. Donc on est vraiment sur cette logique-là, qui est, dans les laboratoires de recherche, on produit de la connaissance. Cette connaissance, en soi, le savoir, c'est un patrimoine. Produire du savoir, c'est produire de la valeur. Et le métier de ce qu'on appelle dans le jargon la valorisation de la recherche, hein, j'aime pas ce mot parce qu'en fait, valoriser, c'est donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Or, nous, on donne une valeur économique à quelque chose qui a déjà une valeur, puisque c'est un patrimoine de recherche, c'est un produit, c'est un savoir. Mais finalement, on encapsule ce savoir dans des outils d'ingénierie financière qui permettent à un moment donné des échanges dans le monde économique. C'est vraiment ça notre métier. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif à la base de la création de ces sociétés, hein, et je vous montrerai comment et pourquoi elles ont été construites d'une certaine façon, c'est de faire le lien entre la production de savoir, la recherche publique et le monde économique, avec l'idée de renforcer cette médiation, ce lien entre ces deux pans de notre société. Alors, comment ça a été pensé? Ça a été pensé de façon territoriale. C'est-à-dire que l'idée, ça a été de dire, finalement, pour que ça fonctionne, il faut des acteurs de proximité des chercheurs, mais aussi de proximité des mondes économiques et finalement de la façon dont ces mondes sont organisés. Alors, Yann vous l'a dit, moi je travaille à Lyon, hein, donc, qui est un monde un peu particulier. J'ai des collègues qui sont à Grenoble, à Toulouse, à Bordeaux. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à Paris, donc je sais aussi comment fonctionne la capitale, qui est plus ou moins un territoire, hein, qui a comment dire, à la fois un caractère de territoire, mais aussi un caractère national, ce qui lui donne une certaine ambiguïté sur ces questions-là, d'où le fait que les dispositifs fonctionnent différemment en région parisienne. Donc nous, on a été pensé pour finalement faire émerger de la recherche, donc des laboratoires qui constituent nos territoires, des innovations dans le monde socio-économique, et ce, avec les acteurs du monde économique. Donc je l'ai dit, moi je suis à Lyon, donc à Lyon, il y a tout un domaine autour de la santé, il y a tout un domaine autour d'une histoire des humanités, hein, avec, vous le savez aussi, de la production de contenu, de médias, de la production d'éléments artistiques, et il y a aussi la vallée de la chimie, donc il y a différents écosystèmes, il y a différents équilibres, et mon travail, c'est de connaître ces écosystèmes économiques, de connaître les laboratoires et, j'allais dire, d'inventer, pas des histoires, mais de regarder comment la production, le contenu des laboratoires, donc ce qui est produit par les chercheurs, peut devenir à un moment donné un élément qui va apporter une nouvelle solution au monde socio-économique. Donc quand on dit une nouvelle solution, ça peut être un nouveau candidat médicament, ça peut être une nouvelle façon de faire des plastiques, mais ça peut être aussi, et j'ai en tête quelques exemples dans vos domaines, ça peut être un nouveau jeu de société. On a travaillé avec un laboratoire pour développer un jeu coopératif, par exemple, qui se vend très très bien aujourd'hui. Donc vous voyez ce lien entre, je cite souvent cet exemple, mais c'est un laboratoire de dynamique du langage, donc qui est sur les langues anciennes, et en fait
leur volonté, c'était de rendre ces langues anciennes plus accessibles au grand public. Et pour ce faire, ils ont travaillé avec une entreprise, une société qui commercialise des jeux de société. Et ce jeu de société, il s'appuie sur cette connaissance des langues anciennes. Donc, donc ils ont produit, à partir d'un contenu scientifique, d'un produit de recherche dans leur laboratoire, un jeu de société qui aujourd'hui, on est en train de faire des ajouts sur les jeux de cartes pour rajouter des fonctionnalités à ce jeu tellement il marche bien, avec plus de 25 000 jeux qui ont été vendus en France l'an dernier. Donc vous voyez comment finalement ce travail, il consiste à identifier dans les laboratoires des innovations, des volontés aussi des chercheurs d'aller interpeller la société. Donc là, dans ce cadre-là, c'est le grand public, mais quelquefois, ça va être des patients, ça va être des soignants, ça va être différents corps de métier. Donc, la volonté des chercheurs d'avoir un impact, donc on parle bien d'impact, d'un impact sur la société, des éléments qui vont modifier la société. On est à une période où on parle de transition, donc fondamentalement pour un chercheur c'est important d'avoir cet impact-là, et comment nous, on est à côté de ces acteurs-là pour, à un moment donné, identifier comment protéger le patrimoine. Et là, dans le cas de figure, c'est la règle du jeu qu'on a sanctuarisée sous forme d'une œuvre. Donc vous avez du droit d'auteur, et l'exploitation du droit d'auteur par la société qui commercialise le jeu. Donc vous voyez qu'avec notre boîte à outils, on va être en capacité d'accompagner ces chercheurs et ces entreprises. Donc je l'ai dit, la volonté de l'État d'avoir une approche territoriale et donc de développer autant de sociétés d'accélération qu'il y a, donc pas autant, mais sur les sites universitaires les plus intensifs en termes de recherche. Et typiquement, en région parisienne, vous avez 3 sociétés donc, qui correspondent à des sites universitaires un petit peu différents, une à Saclay et 2 sur Paris Intramuros. Et puis après, sur les grands sites universitaires, vous avez un acteur qui est chargé de ça. Donc, un point qui est important, c'est, donc je vous ai donné là quelques éléments sur le métier du transfert technologique et ce que nous sommes amenés à faire. Je voulais aussi vous parler parce que je pense qu'on l'évoque régulièrement, ce qu'on appelle le plan Deep Tech. Vous avez peut-être entendu parler du plan Deep Tech, ou vous n'en avez pas entendu parler, mais le plan Deep Tech, c'est une volonté de l'État, du gouvernement, d'avoir une création de start-up issus des laboratoires de façon intensive. Donc le plan Deep Tech, son ambition, c'est la création de 500 startups par an. Deep Tech, ça veut dire 500 nouvelles entreprises qui s'appuient sur des résultats académiques, universitaires, pour se mettre sur le marché. Donc 500, c'est énorme. Et vous me direz, mais pourquoi 500 ? Alors, on aurait pu dire 480, c'est sûr. Mais pourquoi cette ambition ? Quel sens a-t-il ? Alors là, je vais peut-être sortir de ma posture de représentant des SAT pour parler intuité personnée. Sincèrement, ce que je pense, c'est que la démarche et la volonté affichée par l'État autour de ces startups Deep Tech, c'est pour bousculer le système et nos regards sur la place de la recherche, la place en France des grandes écoles ou des grandes formations et la place des entreprises. On a du mal à sortir, je trouve, du carcan qui a fait la gloire de la France sur le siècle dernier, qui est nos grandes formations, nos grands corps d'État qui dirigent la France et
qui, dans la plupart des cas, ne se sont pas connectés, frottés au monde de la recherche académique. Donc il y a un certain nombre d'injonctions autour de la place que peut avoir la recherche, et je pense que l'IHEST est bien au cœur de ces préoccupations, qui est de dire la recherche, le fait de, à un moment donné, produire de nouveaux savoirs, elle doit permettre d'accompagner ces grandes formations sur finalement de l'innovation. C'est-à-dire que ces grandes formations qui sont assez traditionnelles dans une, je ne vais pas dire dans une reconduction des élites, mais dans une forme de continuité de la formation des élites, à un moment donné, elles doivent se confronter aux nouvelles générations, aux nouvelles façons de penser, et la recherche est en avance par rapport à ça. Et le modèle des startups deep tech, c'est le fait de vouloir avoir de la création d'entreprises avec donc ces startups issues donc de la recherche, mais qui va venir se confronter au monde de l'entreprise, au monde des entreprises traditionnelles qui aujourd'hui vont chercher l'innovation dans cette open innovation. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à l'intérieur de cette dynamique plus de production de ces startups qui viennent finalement se confronter, combattre des schémas de pensée relativement traditionnels sur l'activité industrielle traditionnelle. C'est peut-être pas très clair ce que je vous raconte, mais pour moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est cette porosité qui est demandée entre le monde de la recherche, le monde de l'entreprise, et finalement, la start-up, c'est un endroit où ces gens-là vont se mélanger pour discuter autour de ce que, à la fois, les entreprises connaissent bien, sont de nouveaux services, de nouveaux produits, et quel modèle économique pour aller sur ces nouveaux services et ces nouveaux produits. Mais ces nouveaux services et ces nouveaux produits, ils sont issus de travaux de recherche qui sont en rupture. Donc on a bien une façon de mettre de l'innovation de rupture au service des entreprises françaises à travers ces véhicules que sont les startups. Donc ce modèle de la deep tech, c'est un modèle, à mon sens, qui permet aux innovations issues des laboratoires de venir frapper à la porte des entreprises avec finalement un outil de médiation, qu'est la startup deep tech. Donc aujourd'hui, le plan deep tech, vous voyez là, depuis la création du plan qui doit être début des années, début 2010-2012, vous voyez la création des startups deep tech, et vous voyez les domaines et les lieux où ça se passe. Bien entendu, en région parisienne, eh bien, on a une forte création de start-up deep tech, mais donc c'est pour ça que je suis assez fière de montrer ces résultats. C'est qu'il y a d'autres régions, vous voyez la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez d'autres régions où sur les territoires, ces start-up, elles se créent, issues des laboratoires, et après, elles vont venir proposer leurs produits ou leurs services à des niveaux de maturité qui vont être différents auprès des grandes entreprises. Et d'une certaine façon, c'est une forme de transfert à travers le véhicule qui est la start-up. Donc ce plan Deep Tech, pour moi, il a vocation à servir cette ambition des innovations de rupture et de la transition vers les grandes entreprises. Donc il y a la moitié de ces startups qui sont accompagnées par des sociétés d'accélération du transfert technologique dont je vous ai parlé. Beaucoup viennent de Pulsalis de Lyon parce qu'on a eu une dynamique très importante dans ce domaine-là, mais mes collègues et les autres territoires sont en train là aussi se mettre au service de cette dynamique. Donc vous voyez l'importance à la fois de ce modèle auprès des laboratoires, sur les territoires, auprès des écosystèmes, pour générer ces véhicules que sont ces startups deep tech. Alors,
un point qui est fondamental dans cette mission, c'est de construire ces produits, ces services innovants en rupture de demain à partir des découvertes scientifiques issues de la recherche. Alors, moi, j'ai préparé ces éléments sur la base de ce que je fais sur le site Lyon-Saint-Étienne, mais c'est bien entendu transposable sur chacun des sites qui existent, hein, sur Toulouse, sur Bordeaux, sur d'autres sites. Donc, nous, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'une SAT comme Pulsalis, en fait, on a principalement comme actionnaires les universités, les organismes de recherche, et après l'État représenté par la banque d'investissement qui est BPI France. Donc on a cette modalité déjà dans la construction de ces dispositifs qui est de mixité avec des présidents d'université, hein, bien entendu, des grands organismes qui, eux, ont une couverture nationale, et donc on a bien la volonté d'associer donc la recherche du territoire avec la vision des grands programmateurs que sont les organismes et le côté très financier, très modèle économique qui est représenté par BPI France. Donc sur Lyon, on a la chance d'être un territoire académique très, très fertile, hein, puisqu'il y a presque 180 unités de recherche, plus de 10 000 chercheurs, avec cette force aussi d'un bassin industriel et économique riche et dynamique. Donc c'est vraiment ces deux parties de l'hémisphère qui sont importantes, et nous on est sur la tranche au milieu, hein, on est tout petit, mais notre métier c'est vraiment de raccrocher ces deux acteurs que sont la dimension économique, le bassin industriel, avec ses modes de pensée, avec ses modèles, ses représentations, et aussi ces modèles financiers, et de l'autre côté, et ses avantages et ses inconvénients, hein, et de l'autre côté, finalement, le modèle de la recherche publique, avec là aussi ses avantages et ses inconvénients, et des deux côtés, des productivités, finalement, dont on a besoin qu'elles se reconnaissent. Et je pense que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que ce sont deux systèmes productifs, hein, la sphère académique et la sphère industrielle, mais qui ont du mal à reconnaître leur propre modèle de production. D'un côté, j'ai de la production de savoir qui se veut universelle, mondiale, etc. Et de l'autre côté, j'ai de la production cachée qui se veut purement financière et avec des modèles d'actionnariat, de valorisation, etc. En fait, ce qui est important sur un territoire et pour un pays, pour l'Europe aussi, c'est de faire que ces deux mondes, à un moment donné, construisent l'avenir. Et ils construisent l'avenir, pourquoi ? Parce qu'on a besoin que ces acteurs-là parlent ensemble. On est face à des transitions de société, des transitions environnementales, des transitions de santé aussi, hein, avec des attentes différentes. Et il est fondamental que ces deux mondes arrivent à coopérer, et non seulement arrivent à coopérer, mais puissent produire ensemble de l'intelligence collective, c'est-à-dire puissent produire plus que la somme des deux intelligences. Donc ça, d'une certaine façon, nous, on est l'espèce de traducteur, de médiateur entre ces deux mondes pour faire en sorte que ça construise, ça produise mieux demain. Alors, comment on fait ça ? Pour qui sont finalement ces offres ? Comment ça se fait ? Donc je vais aller un peu plus dans le détail, hein, pour vous montrer ce que c'est que le transfert technologique. Hein. Donc finalement, comme je l'ai dit, il a fallu au départ construire une offre vis-à-vis de ces publics. Et on a en fait, pour Pulsalis, qui est à la fois une SAT et un incubateur, trois grands publics. On a les chercheurs, on a les entrepreneurs et on a les entreprises. D'accord ? Donc notre offre de service, elle va se décliner sur ces trois clients. Et elle va faire en sorte que ces trois clients, finalement, à un moment donné, ils collaborent, ils deviennent une communauté.
Donc, vis-à-vis des chercheurs. Et on partait, moi quand j'ai démarré dans Pulsalis en 2017, on partait quand même d'assez loin avec des postures ou des impostures, des postures quelquefois dogmatiques, enfin, avec des stéréotypes, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire des stéréotypes, comme souvent, où il y a des représentations de l'autre qui empêchent la mise en relation. C'est-à-dire que si vous écoutez des entreprises, elles vont vous dire non mais le monde académique c'est très compliqué, c'est un millefeuille, la recherche en France, on ne peut pas travailler, les échelles de temps ne sont pas les bonnes, voilà. De l'autre côté, vous allez avoir les chercheurs qui disent non mais les entreprises, ils ne s'intéressent qu'au profit, ils vont piller les laboratoires pour, bien sûr je le caricature, pour leur propre intérêt, ils n'ont pas de valeur, au sens des valeurs avec un grand V. Et puis, voilà, vous allez avoir ces stéréotypes de pensée, et la réalité, elle est bien entendu très très différente. Donc on a développé petit à petit une offre au service de ces acteurs, mais aussi pour les amener avec ce travail à mieux comprendre ce qu'est l'autre. Donc typiquement, par exemple, avec les chercheurs, comment on a travaillé avec les chercheurs, c'est de leur dire, ben, oui, pardon. En fait, par rapport à ce que vous dites sur les caricatures, tu vois qu'on arrive dans une chaîne, ça va dans son succès commercial, comment est rétrocédé le succès de ce succès commercial à la recherche? Donc comment est rétrocédé, c'est ça? Oui, une partie du succès commercial. Bien sûr. Alors, recherche publique, c'est ça la vraie question en fait. À la recherche publique, parce que si la recherche publique est financée par le public, et que finalement, en fait, c'est pas bon dans le secteur privé, comment ça se fait? Comment la rétrocession s'opère? Alors, je vais faire la réponse théorique et après la réponse pratique. Donc la réponse théorique, c'est que à partir du moment où on construit un patrimoine issu d'un laboratoire, dont la propriété initiale appartient au laboratoire, il y a un mécanisme qui s'appelle, alors c'est un néologisme anglais, le licensing. Ça veut dire que l'entreprise, si elle exploite les résultats de la recherche, elle doit des royalties, des royautés, des redevances aux établissements qui sont propriétaires. Et dans le code de la recherche publique, la moitié des revenus de l'établissement vont aux inventeurs, c'est-à-dire là aux chercheurs, aux individus chercheurs. Pardon ? Aux individus. Donc ça, alors après, moyennant que ça ne dépasse pas X pourcentage de leur salaire annuel, etc. Bien sûr, il y a des modalités dans le détail. Donc ça c'est le principe du transfert technologique. Ce transfert technologique est c'est universel, c'est dans le monde entier, c'est-à-dire que vous alliez au MIT ou à d'autres endroits, vous aurez toujours ce mécanisme de licensing si on a réussi à constituer un patrimoine avec une propriété des établissements. Et c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir la collaboration, donc il y a une copropriété des industriels, auquel cas les industriels peuvent avoir une exploitation gratuite. Voilà. On est vraiment là, ce que je vous disais tout à l'heure, dans une approche très métier de la connaissance de ce que c'est que le transfert technologique. Après, je dirais bien aussi que si alors c'est pour ça que la réponse pragmatique pour moi, c'est que s'il y a transfert de connaissances vers des entreprises qui sont sur le territoire national, qui génèrent de l'emploi, qui génèrent de la richesse sur un pays, vous enrichissez votre pays et votre pays, il peut finalement réinvestir dans sa recherche. Donc il y a les deux mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois à avoir du retour direct, mais on ne sera jamais... Sauf si il y a quelques exemples qui me contrediront, mais sinon les retours financiers ils vont être relativement limités vers les établissements et les chercheurs. En revanche, si vous avez une proximité avec vos entreprises, que ces entreprises elles sont sur votre territoire, donc local, national ou européen, vous enrichissez votre écosystème et comme vous l'enrichissez, finalement à travers les mécanismes de taxes, votre pays peut continuer à investir dans sa recherche. Donc on a toujours ces deux mécanismes d'enrichissement d'un pays et de retour direct. Il n'y a pas de
Si. Alors après, dans la création de start-up, je vais y venir. Donc, non, mais moi j'aime autant. Mais je vais expliquer là. Voilà, on focalise sur la partie chercheur. Donc nous, l'idée c'est vraiment de mobiliser aussi les chercheurs en leur disant. Vous produisez du savoir, vous faites des publications, vous êtes reconnu internationalement, mais en même temps, vous avez aussi envie que vos résultats ils aient un impact. C'est-à-dire au-delà de la notoriété, finalement de la communauté de chercheurs, tout chercheur, s'il a choisi ce métier, et j'en viens, c'est aussi parce qu'il souhaite pouvoir voir la réalisation et la concrétisation des travaux qu'il a imaginés. Et ça, c'est fondamental, et ça ne peut se faire que si finalement on est à ses côtés pour, en même temps qu'il va faire son métier d'enseignant, de chercheur, d'animateur d'un groupe de recherche, d'une communauté, si on arrive à faire en sorte que les résultats puissent, à un moment donné, devenir la base, la brique de départ d'une entreprise qui va faire et mettre sur le marché ce produit ou ce service. Et ça, je pense que les chercheurs, en tout cas en France, ils l'ont bien compris. C'est-à-dire qu'on est là pour protéger et défendre ces innovations. Puis après, pour qu'une entreprise s'y intéresse, il faut qu'on arrive à avoir un premier prototype, une preuve de concept. Donc avec le chercheur, puis avec d'autres acteurs, des prestataires, avec d'autres acteurs du monde socio-économique, ou des plateformes, ou des centres techniques, on va prototyper et avoir une preuve de concept technologique. Donc on va être capable d'aller à un certain niveau de maturité technologique. Alors on utilise souvent la notion de TRL, hein, qui est une échelle qui permet de graduer de 0 à 9 la maturité technologique d'un produit. À 9, il est carrément en vente, et à 0, c'est une idée. Voilà. Entre 0 et 9, vous allez avoir un premier résultat de modélisation à 1, un premier résultat dans un bécher à 3, un pilote à 4, enfin en fonction des champs disciplinaires, ça ne va pas être la même chose, le TRL. 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 Donc c'est un terme qui est utilisé dans l'Union européenne et dans les financements européens. Et donc, une fois qu'on a un prototype, ce qui va être intéressant de travailler avec le chercheur, c'est l'investissement et la stratégie de financement pour pouvoir en faire, finalement, à un moment donné, dessiner une trajectoire où on se dit, pour que ça arrive sur le marché, est-ce qu'il faut 500 000 euros ou est-ce qu'il faut 15 millions d'euros parce qu'il va falloir construire un démonstrateur, une plateforme. Si on est dans le domaine de la santé, est-ce qu'il va falloir faire des essais cliniques, avoir du réglementaire, mettre 10 ans avant de mettre sur le marché. Donc on va dessiner les investissements et la stratégie de financement à mettre en place pour aller de là où on est à là où ça deviendrait un service ou un produit. Et puis, on va les accompagner jusqu'au transfert, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient, pour une entreprise, qui va prendre le brevet, qui va signer ce qu'on appelle un contrat d'exploitation, qui va devenir exploitant de cette invention. Donc c'est tout ce package qu'on va faire pour le chercheur. Et quand on est au dernier stade, transformation de vos inventions en succès commercial, ça veut dire qu'on a trouvé le véhicule qui va mettre sur le marché. Donc si c'est une entreprise déjà existante, il n'y aura pas de lien capitalistique, ce qui est la question que vous m'avez posée, avec le chercheur. Si en revanche, au niveau de la preuve de concept ou au troisième niveau, au niveau de la stratégie de financement, on se dit le meilleur véhicule pour aller sur le marché, c'est de créer une start-up. C'est là où la dimension incubation va intervenir et on va se dire il va falloir qu'on crée une start-up avec le chercheur et éventuellement avec un entrepreneur, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a un profil plus business. À ce moment-là, on va créer une équipe, on va faire se rencontrer des gens
Et au moment où il va y avoir la création de la start-up, le chercheur peut très bien dire, ben moi, je m'investis dans cette start-up, éventuellement il demande un concours scientifique, c'est-à-dire qu'il peut être à 20% de son temps dans la start-up, il peut dire, ben je suis intéressé par avoir des parts dans cette entreprise, et à mettre un petit ticket à l'entrée, et dans ce cas-là, il devient associé à l'entreprise qui est créée. Donc c'est une autre façon d'avoir un retour financier. Voilà. Donc c'est au moment où où avec nous, on travaille sur quel est le meilleur véhicule pour aller sur le marché. Est-ce que c'est une entreprise qui existe ou est-ce que finalement on doit créer cette entreprise, cette start-up? C'est à ce moment-là que cette mécanique va se mettre en place. On va travailler avec le chercheur et puis en fonction des chercheurs, il y en a qui vont être très proactifs et qui dès le départ viennent nous voir en disant « moi j'ai une idée et je veux créer ma start-up ». Donc dès le départ, on va être orienté comme ça et on va travailler le projet avec eux autour de ça. Donc justement, on va bien protéger, on va lui dire bah, ok, il faut des brevets, il faut au moins 2 ou 3 brevets. Et puis d'autres qui sont plus innocents et puis d'autres qui ne veulent pas du tout en disant mais moi, de toute manière, ça c'est des mécanismes qui, voilà, je suis content mais je ne veux pas m'impliquer, je veux retourner, j'aime être enseignant. Les autres, c'est pas qu'ils n'aiment pas être enseignants, mais ils peuvent être à un moment donné de leur parcours professionnel très intéressés par cette aventure entrepreneuriale. Donc on a toute cette mixité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de porosité, de mixité. On a cette mixité des parcours, des personnes, et c'est ça qui est intéressant dans cette période, c'est de voir que des acteurs peuvent être à un moment donné intéressés par une aventure entrepreneuriale, mais ça peut être sur une période qui peut être restreinte, ça peut être de dire ben, pendant 5 ans, je vais m'impliquer là-dedans, puis après, je vais me réinvestir sur d'autres domaines, etc. Donc voilà l'offre de service. Oui. On peut aussi justement rappeler, je pense que Rodolphe le sait également, les différences, c'est pas forcément, c'est que acheter un brevet ou soi-même promouvoir une invention, une innovation, c'est à court terme, il faut à chaque fois renouveler, et c'est très très cher. Ah oui, oui, oui. Très très cher. Donc si on n'a pas une entité comme ça, ah bah c'est pas possible. Hein. Complètement impossible. À titre... vraiment un business. À titre personnel, enfin bon après ça dépend si on a beaucoup d'argent, mais on est entre 50 et 100 000 euros sur des brevets qui sont largement étendus. Alors ça va dépendre hein, des sujets, mais nous on vient apporter ces financements pour rendre ça possible. C'est aussi ça ce que l'État a fait quand il nous a créés, c'est de dire on vous apporte des financements, on vous dote de financements pour faire que ça soit possible auprès des chercheurs, auprès de ce monde académique et mettre l'argent qui est nécessaire. Donc on est là pour accompagner cette histoire-là. Oui, oui, tu as raison. On pourrait très bien envisager des associations et des scientifiques sur des innovations qui sont portées d'un point de vue artistique ou créatif par les artistes, qui sont des innovations liées à des projets très précis. Et vous-même, les scientifiques, à avoir dans quelque chose à promouvoir et qui serait convergent avec cette idée. Et c'est très rare quand même. Bah, moi j'ai quelques exemples que je déclinerai tout à l'heure hein, sur une entreprise qui met en relation, enfin qu'on a créé hein, avec un groupe de jeunes, avec des artistes, metteurs en scène, etc., qui est sur un système de mise en relation de lieux, d'artistes et de public pour faire des événements un peu atypiques. L'entreprise s'appelle Hors Mur. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de délocaliser la production artistique, que ça soit une troupe ou que ça soit un individu qui produit, un artiste, dans un lieu, avec des propriétaires d'un lieu et qui rejoint un public. Donc en fait, c'est une forme de mise en relation, c'est un réseau. Et on a donc développé ce qu'on appelle des technologies informatiques de profilage, c'est pas très joli, hein, pour faire en sorte que vous savez ce que c'est que le profilage informatique, hein, c'est ce qui vous propose sur votre téléphone des trucs parce que ça sait que vous avez déjà regardé tel site, etc. Mais
enfin, votre téléphone, il sait ce que vous regardez. Il sait ce que, si vous vous intéressez, j'en sais rien moi, à la broderie du 19e siècle, parce que vous avez regardé plusieurs fois sur Wikipédia, sur d'autres choses, et donc après il va en permanence vous proposer des choses dans ce domaine-là. Donc c'est ce qu'on appelle du profilage, ou de l'analyse de traces, parce que vous laissez vos traces informatiques dans les réseaux. Donc là, l'idée, c'est que dans une communauté qui est fermée, donc là, c'est pas... vous êtes intéressé par, je sais pas moi, de la musique type hard rock, donc vous avez un profil comme ça, et il y a à côté de chez vous quelqu'un qui possède une très belle cave et qui a invité un groupe qui propose son lieu pour une production d'une nouvelle équipe qui veut... Voilà, c'est cette mise en relation, enfin c'est plus qu'une mise en relation, hein, c'est une billetterie innovante. Donc là on a typiquement, hein, sur cet exemple, mis en relation donc l'équipe d'artistes, hein, qui voulait sortir ce produit, et un laboratoire dans le domaine du numérique qui s'intéressait à ces questions de profilage, de traces, voilà, et qui travaillait aussi sur un autre projet qui était l'ouverture des bibliothèques à des événements atypiques dans des bibliothèques municipales. Voilà. Donc, ça va bien au-delà des objets ou des brevets. Ah mais c'est ça, c'est qu'en fait... C'est une idée intellectuelle ou un concept. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, l'objectif moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces savoirs qui sont dans l'université, ils puissent servir sur tous les gens qui ont besoin de créer quelque chose d'innovant. Et souvent, il existe dans un laboratoire quelqu'un qui a déjà travaillé, et le chercheur, il va être intéressé. Par exemple, il a travaillé sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je réfléchissais, je ne sais pas si c'est sur ce sujet-là, sur les colonies de fourmis, comment les colonies de fourmis s'organisent, et en fait, on va appliquer ça à toute autre chose qui est dans le monde socio-économique. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier qu'on fait, c'est qu'on est un peu créatif à notre façon, c'est qu'on va se dire, bah, tiens, lui il a fait ça sur des colonies de fourmis et la façon dont les colonies de fourmis s'organisent, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas à la façon dont on peut organiser typiquement un jeu d'acteurs sur un autre domaine. Donc on a en permanence ce travail à faire de repositionnement des travaux de recherche vers une demande qui doit être exprimée typiquement par des artistes. On a travaillé aussi sur un très joli projet, donc avec une artiste plastique qui s'appelle Anne Goyer, et qui a travaillé donc qui a produit un nouveau bleu. Et en fait, elle ne savait pas d'où sortait ce bleu. En fait, ce bleu, elle le produisait en écrasant de la craie, en manipulant de la craie et des goudrons. Et donc, ça faisait un bleu. Et en fait, donc, elle a travaillé avec un laboratoire. On a déterminé que c'était le même phénomène que celui du bleu du ciel. C'est qu'en fait, elle broyait ces cristaux de craie si petits. Enfin, il fallait qu'elle les broie d'une certaine façon dans son liant, de telle sorte que la lumière se réfracte pour faire le bleu du ciel. Donc on a déposé un brevet, on a déposé un certificat d'utilité aussi. Donc elle continue à produire ses œuvres, elle sait maintenant qu'elle doit faire d'une certaine façon pour obtenir ce bleu, mais en même temps, on a licencié donc cette méthode, cette façon de faire à une petite entreprise qui va le commercialiser dans le domaine du luxe pour faire justement des joyaux de ce bleu, et d'une certaine façon qui est plus développement durable, puisqu'on n'aura pas besoin d'aller chercher des saphirs au fin fond des mines, mais on pourra produire ce bleu sur des supports pour pouvoir faire des lustres, des objets de luxe. Dans ce cas-là, l'artiste touche à chaque fois. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est son... Parce que Yves Klein l'avait fait avec Gabé, où beaucoup d'artistes ont déposé des brevets comme ça, mais c'était finalement non pas en relation avec une utilité pas publique, mais plutôt privée. Privé. Donc, du coup,
elle, en fait, à la base, elle voulait comprendre. Puis après, nous, on est rentré dans cette dynamique. Donc, et là, on a typiquement. Alors, bon, on n'en est pas là encore, hein, mais ça pourra faire finalement une exploitation à un moment donné. Si l'entreprise, en fait, exploite, Voilà, c'est ça. si l'entreprise en question exploite, ça revient à l'artiste. Ça revient à l'artiste et au chercheur, puisque le brevet. Voilà, l'intérêt, ce dont on... après, ça dépend comment la propriété a été gérée, des ententes des uns et des autres. Oui. Ça, c'est tout ça, c'est dans le détail. J'ai reçu aujourd'hui la feuille de la DAGP. C'est la firme qui gère les droits d'auteur de mon travail. Donc, j'ai un pourcentage sur les photos qui sont exploitées par d'autres et je reçois donc un tel pourcentage. Est-ce qu'il y a une fixation de barème de pourcentage par rapport à ce type de... Parce que ça pourrait permettre aux artistes, en effet, de en fait, ça va se faire au moment de la construction du patrimoine. C'est-à-dire qu'au moment où on va construire le patrimoine, il va falloir que les parties prenantes décident après on peut intervenir comme tiers, quels sont finalement les contributeurs à cette invention. Hein, c'est-à-dire, est-ce que le contributeur le plus important, c'est celui qui l'a découvert ou c'est celui qui a découvert pourquoi ça marchait? Un peu les deux, donc c'est ça. Voilà, donc est-ce que dans ce cas-là, je ne sais plus, je pourrais regarder, est-ce qu'on est sur du 70-30? Est-ce qu'on est sur du 50-50? Ils reçoivent combien, tu vois, de ce que ça rapporte à l'entreprise? Ah ben ça, ils vont... Après, ils partagent en deux, en quatre. Ouais, voilà, c'est ça. Eux, ils vont recevoir... déjà, ce que ça rapporte à l'entreprise. Déjà, il faut que ça rapporte à l'entreprise. Dans un certain nombre de cas, rapporter à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle arrive à générer un chiffre d'affaires qui aille quand même au-delà de payer ses salariés. Voilà, il faut qu'elle dégage un peu de marge. Mais en même temps, c'est comme quand tu achètes une image sur Getty Images, tu payes l'image. Après, tu fais ce que tu veux de l'image. Mais libre à toi d'en faire... Là, dans les mécanismes de licensing, en fait, on prélève un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré par l'exploitation de l'invention. Et dans les règles de... Voilà. D'accord. C'est en aval. C'est le résultat. Voilà, c'est pas en amont. Ou alors il y a une acquisition, mais c'est pas pareil. Et si c'est un grand succès commercial, imaginons... Ah bah là, si tu touches 5% du chiffre d'affaires et qu'il y a un énorme chiffre d'affaires, ça peut être des grosses sommes. Après, l'autre mécanisme qui peut intervenir, c'est la cession. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la volonté de vendre, et dans ce cas-là, tu touches une fois et puis pas au niveau de l'exploitation. Et là, tu dis 5%, c'est quand même assez minime. 5% d'un chiffre d'affaires, 5% les chiffres d'affaires, c'est en millions d'euros. Ah oui, bien sûr. Mais bon, ça se calcule en fonction des business. Tu sais, il y a des business où il y a beaucoup de marge et il y a des business où il n'y a pas beaucoup de marge. Donc il y a des activités où il y a... quand on est dans la production de biens de grande consommation, il y a très peu de marge. Donc on peut faire un gros chiffre d'affaires, mais finalement gagner 1 euro sur une bouteille de 10 euros. Alors qu'il y a d'autres domaines où on vend peu, avec des marges qui sont supérieures à la valeur de ce que tu vends. Donc ça, c'est très variable. Dans votre domaine, il y a des très grosses marges. Par exemple, Vuitton achète ce bleu en question, veut l'utiliser pour un set produit. Là, on va avoir des très grosses marges. Imaginons, voilà, alors donc ça va donner un produit vraiment de très grande valeur ajoutée. Est-ce que l'artiste peut quelque part donc récupérer du brevet un pourcentage, mais parallèlement, et ça dépendra à la clause peut-être une clause avec Vuitton, mais utiliser également ce bleu avec une autre entreprise. Avec une autre entreprise. Oui, imaginons que une autre entreprise veut aussi. Ça c'est un choix au départ. Au départ, c'est ce qu'on appelle donc le domaine d'exploitation. C'est-à-dire que soit l'entreprise à qui
on a concédé à l'exclusivité, soit elle n'a pas l'exclusivité. Et elle a un domaine qui va être, par exemple, si je reprends ton exemple, ça peut être un domaine géographique, c'est-à-dire l'exploitation dans tel et tel pays, et ça peut être l'exploitation... Comme les pays, un domaine plus... Ah, voilà, c'est ça, ça peut être un domaine pour... Dans le transport, voilà, dans c'est le ça. luxe, Voilà. voilà. Et ça, c'est l'artiste qui doit décider, quand même, qui en oui ou non. Ce sont les propriétaires. Mais, alors, donc, c'est là où vous avez un rôle important, c'est-à-dire que vous prenez l'option de l'égalité, enfin, cette égalité, vous allez la construire parce que vous aurez déjà prévu cette clause de protection. Alors, nous, on va travailler avec les parties prenantes pour s'assurer que on a tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum d'exploitation, parce que nous-mêmes, on est intéressés sur l'exploitation. Donc c'est pour ça que le modèle est vertueux, je trouve, c'est que plus ça nous rapporte, plus ça va rapporter à l'artiste et aux chercheurs. Donc on est toujours sur l'idée de faire en sorte que ça rapporte le plus possible. Donc vous êtes intercesseur, intéressé, partie prenante. Oui. Ouais. Donc il y a trois parties prenantes. Bah, il y a le créateur, le chercheur, vous, et puis l'entreprise. Oui. Il y a un exploitant. L'exploitant, c'est celui qui fait du business avec le patrimoine, d'accord? Et nous, on est le média qui a servi à faire l'agent immobilier, on va dire ça comme ça, qui a servi à faire la transaction et qui a investi et donc, nous, on prend une part des revenus avec des modalités jusqu'à ce que notre investissement se rembourse. Et après, le reste, ça va vers les propriétaires. Et les propriétaires, ça peut être le chercheur, ça peut être les établissements, ça dépend des tas de mécanismes qu'on a écrits. Vous vous opposez création par exemple d'achat exclusif sans forcément d'exploitation. Je pense à l'éphémère, par exemple, Oui. Chicago qui avait acheté le jour de la blague. Il est le seul à l'exploiter. Alors, on a souvent des clauses, les contrats sont complexes, là vous rentrez vraiment dans le détail, les contrats sont complexes, et dans les contrats, il y a des clauses s'il n'y a pas exploitation, en particulier. Après, au moment où on fait la négociation, c'est un choix de conférer ou pas l'exclusivité à un acteur. Donc, mais si on lui confère, de toute manière, c'est modulo l'utilisation de cette exploitation dans les 2 ans. Sinon, il perd son exclusivité. Ça, c'est clair dans presque tous les contrats de transfert technologique. C'est-à-dire qu'il n'a l'exclusivité que s'il exploite. D'un autre côté, si vous voulez, normalement, dans la négociation, s'il a l'exclusivité, il paye plus cher que s'il ne l'avait pas. Donc, c'est toujours... Voilà, c'est toujours à comparer aux règles à ce qui se passe. Ça peut, voilà, c'est. Et alors, excuse-moi si on rentre dans les détails, mais si un concurrent éventuel de ce type de produit promu par la rencontre entre chercheurs et entreprises veut faire obstruction ou s'oppose ou quoi que ce soit, est-ce que cette intercession peut permettre de résister à ça? Oui, s'oppose, c'est-à-dire qu'il y a un contentieux. Il crée un contentieux, il ne veut pas que ce produit sorte, il ne veut pas que cette association se fasse, il ne veut pas que l'artiste... Oui. Voilà. Alors après, s'il y a un contentieux, c'est parce que lui-même, plus qu'un intérêt, c'est qu'il y a des éléments matériels prouvant qu'il avait lui-même une antériorité dans ce domaine-là, qu'il avait lui-même fait des choses. Alors dans le domaine artistique, tout est unique, donc c'est difficile de prouver qu'il y a eu copie. En fait, d'une certaine façon, si je fais l'analogie avec vos métiers, s'il y a contentieux, c'est parce que l'entreprise va dire il y a copie.
ça copie quelque chose que moi-même, sur lequel j'ai investi, etc. Donc il faut en faire la preuve, il faut qu'il ait lui-même soit des brevets, des éléments. Et là, donc on va avoir deux entreprises qui sont en contentieux. L'entreprise qui porte plainte parce qu'il y a copie et celui qui soutient qu'il a la primauté. Nous, on va être avec les copropriétaires à défendre, et les acteurs de l'État en général, à défendre la primauté. Alors, j'ai un cas peut-être que certains d'entre vous ici ont des cas précis, ça pourrait être une question éventuellement. Il y a quelques années, avec un parfumeur, on a réalisé une eau parfumée à boire. On l'a déposée à l'INPI, ça s'appelait l'or bleu. Et l'or noir, une bière, a empêché le dépôt de cette marque sous prétexte que ça faisait concurrence à cause du nom. Et l'INPI a accédé à cette impossibilité pour nous de déposer. Et donc dans ce cas-là, c'est un cas un peu bizarre, je ne sais pas, mais est-ce que ton rôle pourrait être d'argumenter. Mais après, ça coûte très cher d'aller en contentieux parce que il faut regarder si ça vaut le coup ou s'il ne vaut pas plutôt changer de nom, quoi. Parce que il faut être pragmatique là aussi. Si on commence à rentrer dans un contentieux, les avocats, le prix des avocats, enfin je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, on est obligé de passer par un avocat, on va avoir un jugement, etc. Donc les négociations à l'amiable sont toujours les meilleures. Et nous, on va aider. Là j'ai un exemple en tête où il y a un de nos exploitants qui nous dit mais il y a contrefaçon avec quelqu'un qui copie. Donc on lui a dit écoutez, ok, on peut vous accompagner, mais en même temps, attention à la dépense colossale financière par rapport à un enjeu. L'enjeu, c'est quand même bien pour nous. C'est de trouver la solution pour produire ce produit. C'est pas de faire des contentieux, de gagner de l'argent. Nous, en tout cas, notre raison d'être n'est pas de gagner de l'argent avec de la propriété intellectuelle. Notre raison d'être, c'est de mettre de nouveaux produits et de nouveaux services dans la société civile en bénéfice de nos concitoyens. Et donc, moi, mon métier, ça ne va pas être de dire on fait un contentieux, comme ça on va gagner de l'argent, parce qu'en face, il y a machin, il a plein de fric, on va récupérer de l'argent. Il y a des acteurs pour faire ça, pour essayer de déposer des noms de marques avant que les autres aient déposé pour gagner de l'argent. Nous, c'est vraiment pas ça. Nous, vraiment, on a été créés pour faire en sorte que la recherche publique apporte de la création d'activités supplémentaires. D'accord. Parce que sur la force de frappe que vous représentez, c'est finalement un acte de résistance possible pour faire émerger des initiatives locales, je dirais beaucoup plus fort. Parce qu'après le Covid, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait cette réintensification de la proximité, de travaux, d'inventions qui pourraient éventuellement être plus accessibles dans les lieux où nous ne pouvons pas forcément aller chercher les choses à l'autre bout du monde. Donc, est-ce que vous arrivez à accompagner ce mouvement-là? Oui, on arrive à accompagner ce mouvement-là. Alors, c'est assez intéressant d'être dans l'accompagnement des transitions, justement, parce que c'est ça ce qui est particulier à l'époque que nous vivons, il y a sans doute des solutions technologiques qui, si on fait une analyse, une évaluation économique à l'échelle mondiale, n'ont pas une rentabilité au regard du coût de la main-d'œuvre dans certains pays, mais aujourd'hui, de par des décisions politiques, on va trouver des champs d'application en proximité avec des acteurs qui sont prêts à payer le prix pour réincorporer des matières premières, recyclées, etc., etc. Même si le produit final n'est pas compétitif en termes de coût avec un produit direct. Vous le savez tous, on est capable d'acheter des produits recyclés, quelquefois un peu plus cher qu'un produit neuf, mais fait à l'autre bout du monde. Donc ça aussi, c'est tout ça qu'on accompagne. Et dans tout ce qui est réindustrialisation, on a toute une approche
de réinternalisation de l'activité avec des modèles qui vont se chercher le temps que le coût des déchets, tout ça, soit intégré dans les calculs économiques. Donc c'est ce moment-là qu'on vit en ce moment, c'est un moment de transition. Et c'est là où l'apport des résultats techniques est hyper important. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans mon propos pour vous dire que donc on a aussi une offre qui est à l'attention des gens qui ont envie de créer des startups. Donc on a l'offre pour les chercheurs, mais on a aussi l'offre pour... Et ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que finalement, je ne dis pas qu'un artiste c'est quelqu'un qui a envie de créer une start-up, mais on se retrouve justement dans ces phases de transition avec des gens qui viennent chez nous en disant « mais moi j'ai vraiment envie d'avoir, je pense à un dossier que j'ai vu ce matin, moi je pense que pour lutter contre l'obésité, on peut mettre en relation tel et tel acteur avec les gens qui font ci, les gens qui font ça. Moi j'ai une idée. Est-ce que vous connaissez des laboratoires qui pourraient m'aider, des équipes? Et donc nous, on va construire autour de cette volonté entrepreneuriale un projet, chercher des laboratoires avec qui il va travailler, et on va accompagner l'équipe avec donc l'entrepreneur, avec une réflexion sur son business model et sur son business plan, avec l'identification d'un avantage concurrentiel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. L'avantage concurrentiel, c'est ça ce qui va faire que la start-up elle est viable. Parce que si c'est pour faire la même chose que ce que font les voisins ou la ville d'à côté, il n'arrivera jamais à percer. Et puis on a de l'hébergement, on a la stratégie de financement. La construction de l'équipe dirigeante, ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure sur les chercheurs à bord. Donc comment on fait en sorte que cette équipe, elle s'entend, elle est d'accord pour que on partage les parts au capital, hein, ça c'est toujours un enjeu assez fort, et en particulier comment est-ce qu'on se connecte aussi avec les acteurs de l'écosystème qui vont être dans un comité stratégique, un board stratégique, et qui vont donner des conseils, mais en même temps, voilà, comment tout cet équilibre entre les acteurs d'un écosystème se met en place. Donc c'est tout ça qu'on accompagne et qu'on met au service de ces volontés entrepreneuriales, et on l'accompagne avec un dispositif un peu particulier qui est le fait qu'on a réuni autour de nous l'ensemble des acteurs, et ça c'est assez vrai aussi dans d'autres lieux, c'est-à-dire que ce qui est important sur un territoire, et je reviens sur l'approche territoriale, ce qui est important c'est d'être en capacité non pas d'opposer les acteurs, mais vraiment de les mettre en synergie. Vous voyez sur ce slide, alors il est un peu grandiloquent, hein, si tant est qu'un slide puisse être grandiloquent, mais puisqu'il ne loque pas beaucoup. Donc ce que vous voyez, c'est que la force aujourd'hui sur un territoire, c'est la capacité à mettre tout le monde autour de la table en disant bah, tiens, là il y a un nouveau projet. Donc les projets, ils viennent avec les entrepreneurs tous les 3 mois pitcher leur projet, donc présenter leur projet. Voilà, c'est un projet un nouveau dispositif pour aider, par exemple, le ramassage des enfants handicapés pour aller vers les lieux de scolarisation des enfants handicapés. Bon, ça c'est là où les colonies de fourmis... l'exemple du chercheur sur les colonies de fourmis, c'est sur cette start-up-là. Donc c'est une équipe qui s'est mobilisée autour de ce qu'on appelle les institutions socio-médicales, où tous les jours il faut aller chercher des enfants handicapés avec des handicaps qui peuvent quelquefois difficilement cohabiter. Donc il y a différents paramètres dans ce ramassage scolaire pour les emmener vers leur lieu de scolarisation et de traitement. Donc ça sont des offres socio-économiques, c'est un coût très important en France, hein, ce transport hein, des enfants en difficulté, enfants handicapés hein, vers les lieux de scolarisation. Donc on a une jeune entreprise hein, qui avait cette envie, et là, dans tout cet écosystème, on l'a accompagné avec la région qui a financé une expérimentation, avec les banques qui ont prêté de l'argent pendant la période Covid, où il n'y avait plus de transport, avec etc. etc. Donc la nécessité d'avoir sur un territoire un écosystème bienveillant vis-à-vis de ces startups deep tech, c'est aussi autour de ça qu'on a développé donc notre offre de service, et ça fait partie de ce que les acteurs apprécient
Et je pense que là aussi, en termes de médiation, en termes d'intercession, c'est un apport qui est important. Dernière offre, c'est vis-à-vis des entreprises. Donc là, c'est c'est un petit peu différent au sens où, avec les entreprises en fait, qui sont en demande d'innovation, on va faire un diagnostic de leurs besoins en innovation avec l'équipe dirigeante souvent, parce qu'on travaille souvent plutôt avec des PME qu'avec des grandes entreprises. Donc avec des PME, on va faire un diagnostic sur leurs besoins en innovation. On va aller ensuite donc regarder, screener les laboratoires pour voir quelles sont celles qui pourraient répondre, présenter et mettre en place donc cette collaboration avec les laboratoires, puis après construire, comme on l'a dit tout à l'heure, la stratégie de propriété intellectuelle, les brevets, développer un code logiciel s'il y a besoin, voire avoir des développements plus avancés avec du prototypage. Alors, pour les entreprises, l'intérêt pour elles, c'est surtout d'avoir un interlocuteur unique parce que le système de la recherche française est relativement complexe avec les systèmes de tutelle des unités de recherche, ce qui pour une petite entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens consacrés à la R&D crée un niveau de complexité qui est trop important. Donc on est aussi là comme interlocuteur unique et facilitateur de cette démarche d'innovation. Alors, si je vais aller un peu plus vite pour laisser la place aux questions de la salle tout à l'heure, parce que je vois qu'il est déjà 6h30. Donc, notre métier, c'est à la fois de détecter et d'analyser les projets innovants. Donc, quelle que soit leur origine, détecter les projets innovants, c'est aller dans les laboratoires, mais c'est être aussi dans les écosystèmes, participer à des colloques, rencontrer des gens, aller à des salons, détecter et analyser ces projets innovants pour identifier ce que la recherche académique peut apporter. Puis après, développer ces projets, investir, et puis transférer aux entreprises, incuber et finalement mettre sur le marché ces produits. Donc on a différents domaines sur lesquels on investit, mais au global, vous allez retrouver la santé, tout ce qui est autour du développement durable, les équipements industriels, la chimie et les matériaux, le numérique, et on a sur Lyon une dimension sciences humaines et sociales qu'on a beaucoup développée avec les équipes de l'université Lyon 2, et ça c'est une particularité qu'on a souhaité développer avec des laboratoires de sociologie, de sciences cognitives, et où là on a des chercheurs qu'on a accompagnés là aussi à la création de start-up, à l'innovation. Donc ça c'est un petit peu particulier. Nos métiers, c'est à la fois des gens qui sont assez techno, qui connaissent les technos, des scientifiques, tout ce qui est autour de l'intelligence économique des marchés, tout ce qui est propriété intellectuelle et juridique. Donc là, c'est deux expertises un petit peu particulières. Finalement, c'est quoi les mécanismes de propriété intellectuelle? Souvent, c'est réduit au brevet chez beaucoup d'acteurs. Or, il y a plein d'autres façons de construire un patrimoine et de le confier à une entreprise. Voilà, donc on est une équipe de 35 à, dans les grands jours, 50 personnes qui travaillons autour de tout ça sur des projets. Et ces projets, en général, on fait une vingtaine de créations de start-up par an. C'est en gros la taille de notre pipe. Quelques résultats qui étaient à mi-2022. Là, on est en train de préparer le bilan 2022, mais je n'ai pas encore les chiffres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis la création de Pulsalis, donc depuis début 2014, on a créé 120 start-up, voilà. Mais on a en parallèle signé avec quasiment autant de transferts vers 76 plus 41, presque 120 entreprises qui existaient déjà. Donc un mixte entre des entreprises déjà créées sur lesquelles on vient pousser un contenu de science pour créer une activité supplémentaire et
la création de start-up et avec des beaux chiffres, puisque nos start-up fonctionnent bien, puisqu'elles ont bien produit en termes de levée de fonds. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai encore quelques slides, mais je trouve dommage de peut-être passer tout le temps à présenter des slides. Un point qui est important, c'est qu'on a un gros travail auprès des doctorants. Donc on travaille beaucoup avec les jeunes docteurs, avec les gens dans les laboratoires, en particulier cette population des doctorants et des post-docs, pour vraiment les sensibiliser, voire les faire travailler sur des projets de création d'entreprise, même si in fine ils ne vont pas y aller, parce qu'on pense que c'est aussi le matériau de demain. Ces acteurs-là, et je parlais de porosité au début de ma conférence, on a besoin que dans notre société de demain, il y ait ces gens qui connaissent la recherche, mais qui connaissent aussi ce que c'est que de mettre sur le marché un produit. Et le fait de l'expérimenter, même sur peut-être un travail un peu théorique, ça me paraît être important. Après, voilà, j'ai je préfère terminer là, voilà, ma présentation et échanger avec vous sur des exemples ou des questions que vous auriez sur ce sujet-là. Alors j'ai un petit exemple à vous donner d'un projet qu'on a accompagné dans le domaine artistique. C'est un jeune doctorant. Alors il avait fait son doctorat en philosophie autour de l'art brut. Et en fait, on l'a accompagné. Alors, c'est pas une entreprise qu'il a montée, c'est une association, mais pour moi, c'est un impact socio-économique de la même façon, sur les parcours qu'on peut faire sur l'art brut. Et en fait, c'est quoi l'idée de son parcours? Et ils vend ça à des entreprises. C'est de montrer à travers l'art brut que la créativité, tout le monde, c'est pas l'apanage uniquement des élites. C'est-à-dire l'art brut, en fait, ce que ça symbolise, c'est qu'un facteur peut faire de l'art. C'est-à-dire que la créativité et l'innovation, n'importe quel acteur dans une entreprise est autorisé à proposer quelque chose de créatif et d'innovant. Et les entreprises, elles ont besoin à certains moments de se revisiter autour de ça. Et donc ce jeune, il a créé cette association sur des parcours dans le domaine de l'art brut pour sensibiliser et accompagner les acteurs autour de l'importance finalement de l'art brut. Donc c'est un exemple c'est pas vraiment un artiste, hein, c'est un philosophe. Mais d'une certaine façon, ça rejoint des préoccupations que vous pourriez avoir. Voilà. En d'autres termes, l'artiste n'est pas le précaré du culturel. Non, voilà, c'est ça. Alors, une question. Vous parliez d'aider les chercheurs, l'université, les startups et les entreprises. Comment ça se passe quand ce ne sont pas des personnes, des structures déjà faites, mais quand il y a plusieurs structures? Alors, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a l'artiste qui travaille avec une association, et puis il y a une entreprise qui est intéressée pour une partie de sa solution, il faut englober tout ça. Comment ça c'est possible, par exemple? Tout est toujours possible, c'est plus ou moins complexe. Donc, c'est plus ou moins complexe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur des dossiers où il y a une association, une fondation par exemple, une entreprise. Donc nous, notre métier, c'est un métier aussi d'expertise juridique. C'est pour ça que je vous ai parlé de juridique et propriété intellectuelle. Notre métier, ça va être éventuellement déconstruire des liens au plan contractuel pour en reconstruire d'autres. C'est-à-dire qu'il faut que typiquement certains acteurs renoncent à ce qu'ils ont comme propriété de droit initial pour le nouveau projet. Je vais vous prendre un autre exemple qui est plus simple. On a des tests CIFRE, par exemple. Les tests CIFRE, ça veut dire qu'il y a eu le financement d'une entreprise. Donc forcément, l'entreprise qui a financé la thèse, elle a des droits. Mais si ces droits, finalement, ils ne s'en servent pas, pour qu'on puisse construire quelque chose avec le jeune docteur, avec le laboratoire, il va falloir d'abord que l'entreprise accepte de renoncer à ses droits pour qu'on puisse
Alors, il peut renoncer de différentes façons. Il peut dire, je renonce à mes droits en tant que propriétaire, mais je veux, par exemple, un droit de première information. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on soit suffisamment, nous, créatifs et agiles pour proposer aux parties prenantes quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Si tout le monde reste sur des positions dogmatiques, on n'y arrivera pas. Mais en fait, on peut tout faire en jouant sur quel est votre enjeu, quel est réellement votre besoin. Si on écrit ça comme ça, est-ce que ça vous convient ? Vous êtes tel acteur, est-ce que vous êtes d'accord, etc., etc. Donc on est obligé de travailler, et on fait beaucoup de construction, déconstruction sur ces questions-là. Nous avons actuellement une thèse CIFRE, c'est Alessia Sana, on pourra bientôt. Il y a eu une négociation. Voilà. On n'avait pas un intermédiaire comme toi pour justement peut-être créer un peu de fluidité. Alors ça a été quand même vraiment, il a fallu dire, bon bah voilà, maintenant, il est hors de question que cette doctorante passe plus de 30% de son temps dans l'entreprise. Elle passera 30% de son temps à faire sa création et elle passera 30% de son temps à faire de la recherche dans le labo éventuellement. C'est comme ça. Et donc on a pu imposer ça parce que l'entreprise, en effet, avait tendance à vouloir un plein temps. Oui, bien sûr. À vouloir donc une présence. Et nous, dans notre partie, dans l'art, si on n'a pas d'espace de création, on ne peut plus vraiment avoir un impact sur la création, sur la recherche, en tout cas, et développer une recherche. Alors mais on aurait eu quelqu'un comme toi, tu vois, au début, on aurait pu peut-être déjà en fait, négocier. C'est vrai que ça a été vu un peu comme quelque chose de violent par l'entreprise, et maintenant elle est très contente. Oui. Mais au début, c'était un peu tendu quand même. Alors, moi, mon expérience dans le domaine de la recherche en France, et quand j'animais un master sur l'administration de la recherche à l'ENS à Lyon, je disais souvent, le problème en France, c'est qu'on ne parle pas des difficultés tout de suite. C'est-à-dire que, et ça c'est très différent de nos collègues anglo-saxons, dans d'autres pays, quand on va démarrer une thèse CIFRE, on va se poser ces questions-là avant de démarrer. On va dire, on est bien d'accord, ça nous appartient, ça vous appartient, et puis le reste, c'est de la liberté, par exemple. Nous, souvent, on pense que les choses vont passer un peu sous le tapis, et puis quand on les découvre, alors là, c'est un peu tard, et ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je suis assez pragmatique, je trouve qu'il faut dire les choses, et typiquement, vous parliez tout à l'heure des parties prenantes, je pense qu'il faut que les gens expriment rapidement, voilà, ça c'est non négociable, mais ça c'est négociable. Comme dans tous les domaines, en disant, ça de toute manière, s'il y a quelque chose dans ce domaine-là, nous, entreprises, on a fait cette thèse pour ça, donc ça, on voudra l'avoir. En revanche, sur cette partie-là, on est prêt à réfléchir. Mais on ne peut pas ne pas délimiter finalement de façon pragmatique son domaine, le domaine dans lequel on veut finalement être. C'est comme dans les relations. Enfin, là-dedans, tu rentres pas dans mon précaré. Là, tu peux venir, et puis là, je m'en fiche. Voilà, c'est dans toutes les interactions humaines, vous le savez, par exemple les sphères dans lesquelles on parle entre deux personnes, elles sont différentes d'une culture à l'autre. Dans certains pays on est très proche, dans d'autres pays on est encore plus loin que nous, hein. Mais voilà, il y a la sphère dans laquelle je veux que personne ne rentre, il y a la sphère dans laquelle je peux accepter que mes intimes ou un certain nombre rentrent, et puis là où il y a tout venant qui passe et ça m'est égal. Et c'est pareil dans les relations contractuelles en fait, c'est la même chose. Et les étudiants que tu as en face de toi sont des étudiants qui doivent écrire un master 2 et ils doivent énumérer la plupart des éléments qui finalement constituent leur recherche. Donc si on omet de nommer certains éléments de votre recherche, dans le mémoire, vous n'arrivez pas à étendre justement le périmètre de recherche. Et donc de se poser peut-être, vous omettez de vous poser peut-être des questions très importantes par rapport à votre recherche qui ne vont pas la limiter, mais au contraire vont l'ouvrir encore plus. Et donc dans les relations professionnelles, imaginons que votre recherche aboutisse à un brevet ou à une start-up ou à finalement une initiative associative, ça peut être ça aussi. Mais oui, finalement l'artiste c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une assoce. Si vous n'avez pas vous-même fait ce travail de délimitation, d'autres personnes le feront pour vous.
Et c'est là où en fait on se retrouve dans cette relation où il y a incompréhension avec l'entreprise. L'entreprise, elle, et moi je l'ai vu avec la doctorante Alessia Sana, ou même auparavant en l'ayant écoué moi-même, l'entreprise, elle a la force de frappe pour pouvoir évaluer les limites, trouver le périmètre, elle a l'habitude de tout ça. Donc si vous ne faites pas le travail au préalable, eh bien d'autres le feront pour vous, donc, mais à votre détriment financier ou même symbolique. Bah, pour moi, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que si vous délimitez pas votre sphère, les autres, avec leur imaginaire, eh ben, ils le délimitent. Donc, à un moment donné, ils viennent empiéter chez vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut être, dès le départ, assez clair sur là, c'est non. Et là, c'est peut-être. Et là, c'est comme tu veux. Et je pense que ça nécessite de prendre de la hauteur, de regarder les systèmes, c'est des vraies approches systémiques qui nécessitent de prendre de la hauteur, de regarder le système, puis après de redescendre dans le détail. Et de ne pas non plus aller tout de suite dans le détail de « et c'est quoi le contrat qu'on écrit ?» Parce que là, 2 ans après, on est toujours à écrire le contrat. Donc et pour ne pas l'écrire, on ne regarde pas. Moi, c'est ce que je trouve dommage, c'est que en disant non, on va pas écrire un contrat, c'est pas. Si, à un moment donné, on a un croquis. On a un croquis de comment sont nos interactions. On doit être capable de le faire, de dire ça c'est important, ça ne l'est pas, ça. Moi de toute manière, j'en servirai jamais. C'est très compliqué parce que je rencontre souvent des artistes qui disent ah non mais je fais des photos mais je ne fais pas signer la personne. De toute façon c'est un contrat de confiance. Et 20 ans plus tard, c'est vrai que tu peux avoir le problème de ton travail a une certaine valeur, l'image de la personne est dans cette photo, donc il y a eu peut-être accord de confiance, mais là la personne ou son ayant droit a besoin d'argent. C'est ça. Voilà, et donc il y a un problème. Il y a aussi des cas extrêmes, par exemple le bébé qui était sur la couverture de Nirvana, vous l'avez vu, donc il a porté plainte contre Nirvana 20 ans plus tard. Il n'a pas eu gain de cause. Mais il trouvait que son image avait été utilisée. En plus, il est dénudé dans une piscine, enfin, etc. Vous voyez ces couvertures bleues. Voilà. Donc, mais il y a beaucoup de cas de configuration. Mais c'est vrai qu'à la rigueur, quand on peut faire signer un papier à quelqu'un qui est photographié ou avec qui on a, c'est pas quelque chose qui est contre la personne. Non. C'est pas contre la personne. C'est un. Je pense qu'il faut imaginer aussi, il faut, au-delà d'être créatif, il faut être imaginatif aussi, et il faut se poser la question de qu'est-ce que ça peut devenir finalement. Tiens, et si ça devenait un succès, un machin, et est-ce que ça changera les équilibres? Parce que vous démarrez, le truc, vous avez l'impression que ça vaut rien, donc, mais peut-être que demain ça vaudra quelque chose. Donc avoir sécurisé finalement l'utilisation, par exemple, de vos œuvres, ça paraît important. Moi je suis assez fan des contrats. Je pense que ça peut être simple et de bon goût. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Et par rapport à l'art Ben, par exemple, et le cas de Banksy, justement, j'ai vu récemment qu'il est athée. Banksy. C'est un artiste open, il est anonyme, et justement, je me demande comment les artistes vont rester anonymes et faire des négociations comme ça, Comment est-ce qu'ils peuvent négocier tout en restant anonyme? Banksy vaut une fortune, il reçoit quand même l'argent de ses banques, mais il reste anonyme. Il est anonyme du grand public, c'est tout, non? Il est anonyme. C'est un accord avec ah oui, à un moment donné. Anonyme, mais c'est toi qui ah oui, il a un mandataire, comme on dit. Et dans le mandat qu'il a fait avec... parce qu'il y a 2 choses dans votre question, en tout cas. Il y a le fait de rester anonyme, ça, c'est pas très compliqué. Vous avez un mandat, quelqu'un que vous mandatez, et vous dites, voilà, c'est toi qui fais le business pour moi, mais tu dis jamais mon nom, et en échange, tu prends 10% ou 15% de ce que je gagne. Donc ça c'est assez simple. Un avocat peut être votre mandataire, etc. Après...
la question que vous posez et qui est plus complexe, c'est la question de tout ce qui est open source ou la gratuité. Comment est-ce qu'on se rémunère sur de la gratuité? Donc ça, il y a des modèles dans le domaine numérique, par exemple. Comment vous pouvez faire une offre qui est gratuite et puis derrière vous avez une offre premium à certains acteurs qui, elles, vous rémunèrent et vous permettent d'avoir une offre gratuite qui donne votre nom. Je donne un exemple. J'essaie de trouver des métaphores dans le domaine artistique. Vous pourriez faire des petits spots ou des petits dessins publicitaires gratuits que vous taguez partout et puis de temps en temps vous vous faites payer pour une belle exposition dans un domaine. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez acquis de la notoriété à travers cette gratuité et c'est grâce à cette notoriété que vous faites votre business. Ça, c'est un mécanisme qui existe beaucoup dans l'open source ou dans le fait d'être gratuit pour certains et payant pour d'autres. Donc ça, c'est des mécanismes aussi de mise en valeur. Ah oui, j'avais une question, c'est sur la façon dont se présentent les personnes avec qui il va y avoir donc cette relation avec l'entreprise. Est-ce que ça peut... Alors, je ne sais pas, j'imagine plusieurs configurations. La proposition spontanée, où tu es sollicité, où la structure est sollicitée par une idée, un chercheur, un artiste se rencontrer, etc. Après, il peut y avoir la région, j'imagine, qui dit, voilà, nos priorités, c'est ça. Est-ce que vous pourriez identifier des associations, de personnes ou de sources? Voilà. Alors, il y a les sources, nos sources finalement d'innovation, elles sont multiples. Bon, alors déjà, on a un point de contact et tout. Il y a des gens qui poussent un petit mail en disant j'aimerais, gna. Après, on a des apporteurs d'affaires qui sont la région, la métropole. Dans notre écosystème que je vous ai montré de tout à l'heure, vous avez des gens qui régulièrement nous apportent des affaires, c'est-à-dire disent bah, tiens, j'ai rencontré machin, ça serait bien. Puis plus nous on acquiert de la notoriété, plus on a d'apporteurs d'affaires. Et après, ce qu'on a aussi, c'est qu'on peut lancer des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt sur des thèmes qui sont dans des stratégies nationales, dans des stratégies d'acteurs. Typiquement, je parlais des fondations. On essaye de travailler avec des fondations en disant aux fondations, ben, on peut être aussi votre bras armé quand vous avez une stratégie pour aller chercher, creuser et proposer. Voilà. Comme on apporte du financement sur les projets, en tout cas les SAT, bon, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, déjà, mais c'est sur les points de contact, des contacts un petit peu directs, parce que par exemple, il y a des gens qui viennent vous voir directement, et sur ce cas de figure, comment vous faites vos critères d'évaluation pour qu'un projet soit... Comment vous avez dû... Oui, voilà, c'est compliqué. Hein. C'est le plus compliqué, c'est comment on évalue et on instruit un projet. Donc il y a toute une... Il y a 4 voire 6 dimensions. Il y a la dimension technologique. Alors quand je dis technologique, c'est scientifique en fait. Est-ce que c'est de l'innovation qui sort d'un laboratoire? Après, il y a une dimension marché, il y a une dimension équipe et il y a une dimension patrimoniale. Donc ce sont les 4 grandes dimensions. Est-ce que sur cette proposition, on est capable de faire un patrimoine différenciant, c'est-à-dire on est capable, puisqu'on va investir, d'avoir quelque chose qui est différent des autres. En quoi ça va être différent et comment cette différence, on va pouvoir la faire reconnaître pour qu'elle génère une activité financière. Donc ça, c'est un élément qui est important. Donc après, voilà, est-ce que c'est innovant? Je dis technologique, mais c'est pas toujours technologique. Quand on est dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est pas technologique, mais nous, c'est dans le même... C'est en quoi est-ce que c'est nouveau, pas nouveau scientifiquement? Alors, une dernière question, par exemple, si cette innovation technologique... Ça peut être intéressant, François Demarand, est basé sur une équipe. Alors, il y a une innovation technologique, il y a une équipe... il y a un marché potentiel, il y a pas de limonalisation possible, mais si cette technologie, même si l'innovation, la couche technologique, la couche d'innovation est basée sur déjà un hyperobjet technologique et qui n'appartient pas
à cette petite innovation. Je parle très clairement, c'est par exemple si, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, une innovation qui se baserait sur des algorithmes de Google, sur un moteur de jeu, par exemple, ce genre de choses. En fait, toute l'instruction va être... Oui, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ça votre idée. C'est de dire, alors déjà, il va falloir regarder si ce qui appartient à quelqu'un d'autre est libre de droit, ce qu'on appelle libre de droit, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut l'utiliser ou est-ce qu'il va falloir demander une autorisation et donc obtenir une licence d'utilisation, hein, et à quel prix, s'il faut l'obtenir la licence. Donc c'est toute l'instruction qu'on va faire autour du patrimoine, c'est de dire, est-ce que c'est libre de droit, ça ne l'est pas ou ça l'est. Si ça l'est, est-ce qu'on peut générer un élément patrimonial? Souvent oui. Alors, est-ce qu'il est suffisant par rapport à l'investissement à faire? C'est-à-dire que si on peut, c'est pas grave, c'est libre de droit, on peut de toute manière rebâtir un code, mais est-ce que ce code est suffisamment... Si c'est gratuit, pas libre de droit. Si par exemple, ça utilise des briques de techno, qui est gratuite, c'est donc pas libre de droit. Mais en fait, elle est tellement puissante et c'est tellement une ingénierie se base là-dessus parce que ça fait des économies d'échelle énormes. Innovation dont on parle. J'ai pas, il faudrait que parce que là, vous êtes vraiment dans le domaine numérique, donc il faudrait que je demande à mon expert, donnez-moi votre carte et puis je vous enverrai en connexion avec la personne chez moi en charge du numérique qui, elle, saura mieux répondre. Parce que là, on est vraiment sur la question autour du numérique et autour de tout ce qui se passe aujourd'hui. À ma connaissance, on peut contourner les choses qui sont libres de droit et s'inscrire, en faire quelque chose et pouvoir créer une activité économique. Après, vous pouvez être copié à tout moment. Ça va être ça plutôt. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de moyens que vous. En fait, c'est ça la question. C'est, est-ce que si les GAFA mettent une armée de 500 personnes à faire ça, il ne va pas en 6 mois vous... Donc dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Pour moi, elle va être là la question, en fait. Oui. Bon, eh bien, je pense que nous sommes arrivés à l'issue de cette séance magnifique et on peut remercier donc, notre intervenante d'aujourd'hui parce que vraiment ça a été très précis. Alors, pour clôturer ce cours et pour fêter justement cette réflexion que peuvent avoir les artistes également sur la pérennisation de leur travail, le développement de leur travail, la recherche, je vous invite à prendre un verre à Sambonard Galerie. Nous avons aujourd'hui la rencontre avec les étudiants du GEAI. Donc c'est le Master 2 de recherche et finance et donc vous avez peut-être rencontré auparavant. Et il y a peut-être évidemment des financeurs potentiels de vos propres travaux. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans cette rencontre.